t'as pas de cadre et que tu dis faites comme vous voulez, il y a pas de règles, il y a pas de cadre et autres. Au-delà du fait que tu vas avoir un sujet assez rapidement parce que certains vont sortir du cadre, ce qui est humain, et voilà, et donc du coup tu vas avoir du mal à les recadrer parce que tu vas leur dire: «Ah non, il y a quand même un cadre dans l'entreprise», et du coup tu as du mal à les embarquer et tu peux avoir des différences de vision parce que, chacun se crée son propre cadre et ses propres règles. Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Clément. Hello. Écoute, je suis ravi de te recevoir ce matin. On fait ça de bonne heure. Merci à Nicolas Fritz du coup de Content Square qui nous a mis en contact et qui, je crois, est assez impliqué avec toi chez Netflix. Ouais, tout à fait. Il est présent à notre board. Il a investi en tant que business angel. Il y a pire comme angel à avoir à son board pour commencer une boîte. Écoute Clément, sans transition, et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Yes, moi Clément Mélin, donc j'ai 30 ans, je suis le cofondateur d'Edflex. Donc Edflex, ça parle peut-être pas à tout le monde. Pour info, c'est une solution qui est une solution de formation SaaS et notamment sur tout ce qui est formation en ligne. On a pour ambition vraiment de réinventer tout ce qui est formation du quotidien. Alors aujourd'hui, la formation du quotidien, je pense que ça va parler à pas mal de personnes. C'est d'aller suivre des tutos sur YouTube, lire des articles, écouter des podcasts, suivre des cours en ligne. Bref, aujourd'hui, on se forme au quotidien et nous, on a vraiment pour ambition d'accompagner les entreprises. Donc on a 600 000 utilisateurs, donc ça fait 5 ans que ça existe. On accompagne beaucoup de grandes entreprises, notamment des entreprises qui travaillent à l'international, donc dans plusieurs langues. Et puis l'objectif pour ces entreprises, c'est d'arriver à transformer la façon dont on se forme et on forme les salariés. Justement, pourquoi tu crées Edflex? Tu dois expliquer le pourquoi tu décides qu'il y a un truc à faire dans un secteur de la formation qui est quand même, la formation d'entreprise, c'est un des secteurs les plus rentables et à la fois les plus chargés, du coup, forcément. C'est quoi l'idée de départ, si tu dois expliquer à quelqu'un qui connaît rien, comme peut-être toi à l'époque d'ailleurs? Ouais, en fait, moi à l'époque, du coup, quand j'ai eu l'idée d'Edflex, j'étais en alternance au sein d'un grand groupe qui était le groupe Casino, j'avais fait un master en communication publique et politique, donc rien à voir avec la formation. Ok, non. Mais en fait, du coup, je me formais par moi-même. C'est-à-dire que pendant mon alternance, j'avais tendance à regarder pas mal de choses. C'était le début des MOOC d'ailleurs, donc les cours en ligne certifiants. Je me formais, je me certifiais sur pas mal de sujets qui m'intéressaient à titre perso. Et puis, au final, moi-même étant dans une grande entreprise en tant que salarié, même si en alternance, je me disais que c'était compliqué d'avoir accès à la formation parce que tu as de la formation présentielle, mais parfois il faut attendre un bon moment pour pouvoir avoir accès à cette formation présentielle. Tu as du e-learning, mais c'est parfois un peu compliqué d'aller chercher le bon module qui va bien, qui est à jour, etc. Et puis, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à créer qui serait de rassembler tous les meilleurs contenus du web avec un objectif qui soit vraiment flexible pour le salarié et de se dire, tiens, j'ai Edflex, c'est comme ça que du coup on l'a appelé, pour aller chercher facilement ces contenus. Donc au final, quand on connaît mal l'univers de la formation professionnelle, il faut retenir 3 choses. C'est qu'aujourd'hui, quand on est dans une grande organisation, dans une grande entreprise, on a en général accès à plusieurs axes en termes de formation, le présentiel, les modules e-learning, parfois obligatoires d'ailleurs sur du réglementaire, et puis de plus en plus des outils de contenu pour se former. Et donc c'est là où Edflex intervient et essaye de transformer vraiment la façon dont on se forme. Mais toi, tu produis pas de contenu de formation chez Edflex, ça? Non, nous on est vraiment parti de cette logique qui est de dire aujourd'hui il y a déjà plein de personnes qui créent des super contenus au lieu d'aller recréer quelque chose qui existe déjà, allons chercher le meilleur. Alors ce qu'on fait, ça s'appelle la curation de contenu. Le terme est très moche en français, mais c'est le seul pour l'expliquer. C'est une sélection au final de contenu. Et nous on part de cette logique en disant aux entreprises n'allez pas recréer quelque chose qui existe déjà. Faites-vous accompagner pour aller chercher et centraliser au final ces contenus qui existent déjà. Et alors du coup, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que t'as une vision du coup du marché de la formation, j'imagine. En gros, ce que tu dis, que t'as cette difficulté à avoir du présentiel, t'as énormément de créateurs de contenu, etc. Toi, cette vision, c'est une vision que t'avais dès le début pour Edflex? Ouais, alors ça c'est vraiment, enfin cette vision, je l'ai eue et elle s'est développée forcément au fil du temps parce que maintenant ça fait un peu plus de 5 ans, mais moi à titre perso, j'ai toujours été convaincu que on allait
changer de job. Enfin, c'est tout ce qu'on entend et qu'on lit, c'est que voilà, on va peut-être changer de job 5 à 7 fois versus nos parents et grands-parents qui avaient un voire deux jobs. Le monde évolue vite, les compétences aussi, et du coup, partant de ce constat-là, tu vois, moi-même en étant en alternance, je me formais par moi-même en me disant bah tiens, je vais m'intéresser à des sujets. Je m'intéressais beaucoup à la blockchain quand j'étais étudiant. Bah voilà, c'est des choses où je me suis dit que la formation et l'accès à la formation, c'était vraiment quelque chose qui était important. Et plus globalement, le fait que bah, aujourd'hui, tu as un vrai sujet qui est plus large que la formation d'entreprise, qui est l'éducation, où bah, si on regarde et qu'on prend un peu de hauteur, mais tu as plein de pays qui ont pas de formation, très peu d'accès à l'éducation, et Internet est une super source d'inspiration et de formation. Et c'est aussi ce rôle global, on y reviendra peut-être dans le podcast qu'a Edflex, d'essayer, alors à notre échelle, on n'a pas de prétention démesurée, mais à notre échelle d'impacter et d'avoir une vision claire pour l'avenir qui est bah, de rendre la formation la plus accessible possible, notamment via un super outil qui est Internet. Oui, c'est vrai que c'est un truc qu'on entend souvent, YouTube est la meilleure université en ligne, etc., etc. En fait, t'as pris cette logique qui est finalement quelque chose qui est très générationnel, d'aller se former soi-même avec des tutos, des vidéos YouTube, parce qu'il y a énormément de super contenu, même gratuit, qui existe. En fait, tu t'amènes ça en logique B2B, du coup, c'est ça? Exactement. En fait, nous on passe par l'entreprise pour donner accès à de l'éducation, mais c'est l'entreprise qui finance ça pour ses salariés, qui achètent les licences, puisque notre modèle économique c'est de vendre des licences aux entreprises en fonction du nombre de salariés qui se connectent. Et en fait, bah, ce que tu dis sur le fait qu'aujourd'hui on va de plus en plus se former sur du YouTube, écouter des podcasts sur Spotify ou autre, c'est une vraie réalité. Nous, tu vois, on a mené un sondage l'été dernier où on a été avec un institut de sondage enquêter et sonder des salariés de grandes entreprises principalement, et quasiment 70% de ces salariés qui déclarent que leur premier réflexe, c'est d'aller sur Google quand ils cherchent une connaissance ou quand ils cherchent à développer une compétence, et leur deuxième réflexe, c'est de plus en plus au final de ne pas parler à l'équipe RH ou à l'équipe formation. Donc il y a un vrai sujet de fond qui est comment les services RH et formation vont arriver à prendre ce pli qui est que encore plus avec les nouvelles générations qui arrivent, on essaie de bypasser les systèmes traditionnels, et Google est devenu le premier réflexe au final des salariés d'entreprise. Et c'est un vrai sujet de fond auquel on essaye de répondre. Et bien évidemment, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises pour remettre tout ça au centre de l'entreprise. Effectivement, t'as raison, c'est un vrai sujet parce qu'au final, Google sera globalement toujours mieux fait que n'importe quelle solution in-house de formation que t'as pu monter, quoi. Il y aura toujours plus d'infos qui seront toujours plus accessibles et qui correspondent toujours plus à ton besoin. Et alors, et du coup, cette logique B2B, si je me trompe pas, c'est un truc que t'as pas toujours eu. C'est quoi les itérations du coup depuis le début d'Edflex? En fait, quand on a créé la solution, au début, on était en B2C. L'idée de départ, c'était justement de centraliser, comme je te le disais, l'accès au contenu. Et en fait, on s'était dit, tiens, ça va aider plein de personnes dans le monde à trouver du contenu facilement, gagner du temps. C'était le principal objectif. Et puis avoir une sorte de TripAdvisor, parce que tu pouvais évaluer les contenus que tu regardais, la vidéo qui allait bien ou l'article que tu avais lu. Et donc, en fait, en partant de cette logique B2C, on s'était dit que on allait avoir beaucoup d'utilisateurs et que potentiellement on allait vendre un abonnement, un peu comme un Netflix te vend un abonnement en direct pour des séries, des films. On n'a pas gagné beaucoup d'argent, voire très peu, hormis 2-3 placements publicitaires, mais on voulait pas tomber dans un site blindé de pubs, parce que c'est un modèle auquel on croyait pas, vu qu'on était là pour simplifier l'accès au contenu de qualité. Et donc en fait, assez rapidement, on a décliné un modèle en B2B. Alors pour être assez honnête, c'est aussi parce que des responsables formation sont venus sur ce site B2C pour chercher du contenu et nous ont sollicité tout simplement via le formulaire de contact en nous disant tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans notre entreprise, est-ce que vous pourriez faire ça, mais dédié à nos besoins dans l'entreprise, la même chose que pour le grand public, mais sur des thématiques moins larges et plus spécifiques à notre industrie. Et donc on a commencé du coup ce modèle B2B en se disant tiens, on va aller accompagner les entreprises, et on a un peu mis de côté le B2C, même si ça existe toujours. Donc aujourd'hui, c'est une plateforme qui s'appelle MyMOOC et qui rassemble principalement des cours en ligne, et qui est d'ailleurs à plusieurs millions de visiteurs chaque année et qui continue d'aider pas mal de personnes dans le monde. Mais le cœur de notre business est aujourd'hui quand même un B2B, faut se le dire. Ouais, Donc on est passé du B2C au B2B.
le marché est venu te parler et du coup, tu as trouvé ce super product market fit qui fait que Flex décolle bien. Et effectivement, ça marche bien parce que tu te lances en 2016 du coup. Aujourd'hui, tu as une équipe de 56 personnes, si je me trompe pas. Et justement, si on revient au début, vous êtes 3 cofondateurs, puis 4, parce que je crois t'as un invest dans ta boîte qui se fait et du coup, t'as une personne qui vous rejoint. Comment ça se passe tout ça? Parce que ça peut être assez dur en termes d'alignement, tu vois. Il y a quand même beaucoup de monde. En plus, toi, on me le renvoie tout le temps, donc je te le fais aussi. C'est pas un cadeau, mais t'entreprends très jeune. Ouais, comment tu gères ça au début? Ouais, en fait, notre histoire, là où elle est intéressante, c'est qu'on était 3 à avoir travaillé ce qu'on appelle le MVP, on va dire l'idée de base, la toute première version, notamment en version grand public, en B2C. Et puis, on a fait la rencontre à la fin de nos études de Philippe Rivron, qui était le fondateur d'une grosse boîte internationale dans l'industrie de la formation. Donc, en effet, quelqu'un qui nous a proposé de s'associer au projet parce qu'il y croyait dans la vision que se former différemment. Lui-même vendait des programmes de formation et conseillait avec sa boîte beaucoup de grandes entreprises et voyait le virage qui était en train de s'opérer puisqu'il avait connu le présentiel, l'arrivée du e-learning et là une sorte de nouvelle révolution après le e-learning qui est la formation via tout ce qui existe sur le web et ce qu'on pourrait appeler l'auto-formation. Et donc du coup, il a partagé cette vision, il nous a proposé de se joindre à nous, de s'associer, de nous incuber au final dans sa structure. Et là, ça a été assez intéressant et c'était une super opportunité parce que ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite, d'avoir une structure établie, de potentiellement faire un peu moins d'erreurs. On y reviendra peut-être aussi, mais forcément, on fait tous des erreurs et on continue d'en faire et c'est ce qui fait apprendre. Mais par contre, ça a permis d'avoir une structure établie et d'avoir un appui pour se développer. Cette période, elle a duré de 2016 à 2020. Et puis, Philippe, en 2020, nous a rejoint à 100% en se disant ok, là on y va, on accélère et on va aller encore plus loin et plus vite. Mais en tout cas voilà, on était très content d'accueillir un quatrième cofondateur très rapidement au final puisque c'était quasiment le début de l'histoire. Et justement, tu vois, les questions que ça me pose, en fait, vu de l'extérieur, ça peut un peu faire peur. Entre guillemets, toi, c'est ta première boîte. J'imagine que c'est le cas de tes 2 autres cofondateurs aussi. Et d'un seul coup, tu accueilles un quatrième qui, lui, est déjà un entrepreneur aguerri, qui vient avec du capital, des moyens, etc. C'est quoi est-ce que vous avez mis en place des trucs pour vous dire, voilà, comment est-ce qu'on reste aligné pour éviter de former, je sais pas, en cas de décision un peu compliquée à prendre, tu peux très bien avoir les 3 historiques qui vont se mettre contre celui qui vient de rentrer, mais qui en même temps a plus de moyens. Enfin, ça peut vite dégénérer en C'est vrai. quelque chose de pas évident, quoi. Alors des fois, il y a des discussions un peu plus compliquées que d'autres, mais c'est le d'être toujours dans une communication fluide, claire, transparente, directe. Je pense que c'est jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ce qui a fait notre force et on l'espère pour des années encore. Mais dès le début, en fait, on s'est fait des réunions mensuelles, puisqu'en plus, pour préciser, Philippe est parti développer une nouvelle filiale dans sa structure aux États-Unis. Donc il y avait en plus la distance qui nous séparait parce que nous on était incubés dans le groupe et Philippe gérait à distance. Donc on se faisait déjà une communication très régulière, alors on va dire quasi quotidienne en tout cas pour échanger sur le business et les problématiques qu'on pouvait avoir. Et puis une réunion mensuelle où vraiment là on échangeait librement sur tous nos sujets, qui a fait que ça s'est bien développé. Parfois en effet, notamment quand tu passes du B2C au B2B ou quand tu as des difficultés pour signer les clients que tu avais prévus et que finalement t'as pas forcément parce qu'il faut que tu pivotes un peu, t'as des discussions un peu plus tendues. Mais je pense que le fait d'être très direct, transparent et de se dire les choses, ça a été la clé. À mon avis, c'est la clé. C'est la clé de la réussite quand tu es plusieurs fondateurs et notamment avec des visions qui parfois peuvent être un peu différentes, mais au-delà de la différence qui s'alignent toujours si on parle en bonne intelligence. Oui, justement, il y a souvent ce côté avoir une vision commune qui peut t'aider à surmonter les tracas opérationnels, mais même ça demanderait pas mal de réalignement fréquent, quoi. Et alors du coup, quand tu racontes l'histoire d'Edflex, notamment sur ton site, t'as 2020 qui est une grosse année de transformation. C'est le moment où tu recrutes 20 personnes aussi. Donc là, ta boîte change de dimension. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est le moment où tu trouves ton product market fit ou il y a autre chose qui fait que ça? Ouais, il y a le product market fit et puis il y a un élément dont on parle assez souvent, qui est le Covid, en tout cas en ce moment. J'espère que c'est bientôt terminé, mais et depuis 2 ans du coup, ouais. Et depuis 2 ans, mais le Covid a été un formidable accélérateur et pareil, on aime bien prendre des fois un peu de hauteur et se dire ok, comment ça a impacté l'industrie de la formation. Ce qui se dit et c'est pas moi ou que moi qui le dis,
c'est vraiment pas mal d'experts qui s'intéressent au domaine, c'est que ça a permis de faire gagner 10 ans dans l'évolution des pratiques. Je te donne 2 exemples concrets. Un premier exemple qui est que en 2018-2019 jusqu'à début 2020, on venait voir les entreprises et on leur disait vos salariés se forment de plus en plus sur YouTube, vont de plus en plus sur Internet, suivent des contenus. Et donc, les équipes formation étaient plutôt réceptives. Mais du coup, dès qu'il fallait aller voir l'équipe IT, quand tu travailles avec une entreprise comme Air France ou Total Energy, qui sont deux de nos clients, t'imagines bien que l'IT dit non, mais YouTube, c'est pas possible de l'ouvrir dans l'entreprise. Donc ça, c'était le premier exemple qui fait que on avait un frein. Donc le product market fit, il n'était pas encore complètement là, même si on pensait avoir un coup d'avance, on pensait avoir une vision claire. Je pense forcément, je suis persuadé qu'on l'avait, mais c'est pas encore le bon moment pour ça. Mais par contre, cet exemple, cette barrière, elle a été levée avec le Covid, puisque avec le télétravail contraint et forcé, tout le monde a travaillé à distance. On a ouvert en quelque sorte les vannes, puisque les salariés se connectaient avec leur réseau Wi-Fi personnel, et potentiellement c'était beaucoup plus complexe de leur couper l'accès à distance sur ce type de plateforme. Clairement. Donc du coup, ça a ouvert au final ça a ouvert Internet, le web à l'ensemble des salariés de ces entreprises, et ça nous a permis forcément de signer plus facilement, et deux, et c'est le deuxième exemple que je voulais te donner, beaucoup plus rapidement, parce qu'avant on mettait 6 à 9 mois à signer, parce que c'est quelque chose qui était très nouveau, de se dire tiens oui c'est vrai, mes salariés ils ont tendance à aller de plus en plus regarder du contenu par eux-mêmes. Alors en plus, quand on parle d'auto-formation, tout le monde se regarde en se disant mais personne n'a envie de se former dans les entreprises. Mais en fait, le vrai sujet de fond, c'est de se dire que ok, la formation est potentiellement mal perçue, et le e-learning peut-être encore plus, parce que souvent c'est quelque chose de contraint, d'obligatoire. Mais par contre, les salariés se rendent pas compte qu'ils se forment en final indirectement par eux-mêmes au quotidien, en allant justement suivre ces contenus. Et donc on mettait du temps à expliquer ça, on mettait 6 à 9 mois à signer des nouveaux clients. Et pareil avec le Covid, élément déclencheur, élément d'accélération, beaucoup d'entreprises nous ont dit faut déployer ça pour le mois prochain, parce que oui, on est persuadé que on doit donner ce type d'outils à nos salariés. Donc vraiment, le Covid 2020, ça a été une année déterminante, notamment parce qu'il y a eu cet événement arrivé un peu extérieur au final à ce qu'on avait prévu, mais qui a permis d'accélérer notre business. Et puis beaucoup de recrutement, parce qu'il fallait forcément suivre le rythme des signatures, suivre le rythme qu'on avait des demandes, parce qu'on avait beaucoup de demandes entrantes, et on était encore dans des logiques d'autofinancement jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a fait toute notre croissance jusqu'en 2020 avec de l'autofinancement, puisqu'on était incubé dans un groupe avec une logique où l'autofinancement nous convenait bien, parce que nous permettait de nous développer sereinement et avec un rythme qui nous allait bien à l'époque. Et puis là, en 2020, on s'est dit est-ce qu'il faut pas qu'on change de braquet? Est-ce que c'est pas le moment justement d'accélérer et de prendre une place de leader? Et donc, on a commencé à se poser des questions sur la suite, et c'est ensuite qu'on a été lever des fonds. Et justement, en fait, cette accélération, c'est un moment qui est hyper intéressant, parce que, en gros, t'as un temps qui s'est installé, qui est même toi, ton temps, dans ton quotidien, dans ce que tu fais, etc. Enfin, t'es sur des cycles de vente longs, etc. D'un seul coup, il y a tout qui accélère. Ça, c'est limite exponentiel comme développement à ce moment-là. Et du coup, toi, ton temps personnel en tant que gérant de boîte, il se transforme complètement. Enfin, toi, comment est-ce que t'as géré ce moment-là où tu dois à la fois gérer un opérationnel qui explose et en même temps être capable de structurer très très rapidement et de toi-même faire évoluer ta manière de faire, j'imagine aussi, quoi. En fait, il faut se prendre des moments pour la structure, la structuration de l'entreprise. Donc moi, ce que j'ai fait assez rapidement dès 2020, c'est que au-delà de l'opérationnel, où je faisais encore beaucoup de commercial en plus, puisque on n'avait pas une énorme équipe, donc j'étais sur beaucoup de deals, beaucoup de démonstrations de la solution, beaucoup de déploiements. Je me mettais des plages horaires, souvent le vendredi matin et en général le lundi matin, pour travailler sur tout ce qui est structuration, anticiper l'avenir, puisque quand on est trop dans l'opérationnel, dans le quotidien, on peut rater l'étape d'après. Donc, on a essayé de se poser sur ça. Et puis, c'est l'avantage aussi d'être plusieurs cofondateurs, c'est-à-dire que tu 4 cofondateurs notamment, tu peux te reposer aussi sur d'autres personnes de l'entreprise qui vont gérer d'autres sujets. T'es pas obligé de tout gérer dans l'entreprise, puisque à 4, logiquement, si c'est bien structuré, et c'est notre cas, chacun a un peu son périmètre au-delà des titres qu'on peut avoir. Effectivement. Tu vois, il y a ce côté, en fait, quand ça se développe aussi vite, c'est dans ce coup, le coup d'après, c'est déjà maintenant, et enfin, t'es dans une espèce de course à l'anticipation permanente, quoi. Et c'est un peu ça, accélération, structuration, c'est un peu la vie des scale-up, en tout cas, si tu veux aller vite.
Et du coup, ce qui va souvent avec justement ce moment de scale, c'est souvent un moment qui est assez clé dans une boîte, c'est le moment où tu commences à mettre des niveaux de management qui sont intermédiaires. Et du coup, ça pose un problème pour toi en tant que dirigeant et tes associés aussi, j'imagine, c'est que d'un seul coup, tu n'as plus la vision directe sur ce que fait tout le monde, quoi. Du coup, tu as un sujet de lâcher du contrôle. Toi, comment est-ce que t'as géré ce moment de transition-là? Ah oui, tu as toujours un moment d'adaptation. Après, le sujet, c'est d'avoir les bons relais. Donc, alors il faut les avoir idéalement en interne parce que ça te permet d'avoir des personnes qui connaissent bien le business. Nous, on en avait une bonne partie qui était déjà là en interne, donc on a pu s'appuyer sur eux. Et après, si tu arrives à avoir une confiance en eux pour, partager la vision, la communiquer aux équipes, pouvoir au final suivre des équipes de manière opérationnelle avec une vision que tu partages. Et moi, c'est mon cas notamment quand je travaille avec des personnes qui aujourd'hui ont leur propre équipe. Je leur fais totalement confiance parce que on échange au quotidien et avec un entretien hebdo, un one-to-one sur les priorités qui font que je sais dans quelle direction on va et qui te permet de lâcher prise progressivement tout en revenant parfois bien évidemment sur des projets quand c'est stratégique. Donc Hmm. ça s'est mis naturellement en place chez nous parce qu'on avait les bons relais en interne. Alors une équipe junior, on le sait, mais des bons relais qui connaissaient bien l'entreprise, qui connaissaient bien les process, qui connaissaient bien notre business, et donc ça s'est fait assez naturellement. Hmm. Ouais, parce que même toi, c'est ta première expérience de management. Du coup, j'imagine aussi Oui, Netflix. ouais. Enfin, toi, tu t'en es sorti avec brio, tu vois, visiblement, mais c'est pas évident. Euh, enfin, ouais, de ce que j'ai observé de mes propres expériences, c'est t'as souvent tendance à manager les gens comme toi t'aimes ou tu voudrais être managé. Ce qui peut bien marcher entre guillemets si tout le monde est comme toi. Ce qui peut être plus délicat si t'as des gens qui sont différents. Je sais pas, si par exemple, si toi t'es très autonome, très indépendant, très entrepreneur, du coup, et que t'as des gens qui sont très process, ça peut être un peu déstabilisant. C'est quoi, toi, les grands apprentissages que t'as fait de ta première et vraie grosse expérience de management, quoi, du coup. Ouais, plusieurs apprentissages. Tu un premier apprentissage qui est sur le fait que, et ça je pense que c'est le principal sujet en management, qui est en fait qu'il faut que tu comprennes bien les attentes et motivations de chaque salarié. Et de chaque personne de l'équipe. Donc pareil, tout ça, moi comme c'était ma première expérience de management, j'ai beaucoup appris avec des personnes en échangeant sur comment elles pratiquaient, et puis en lisant beaucoup de choses, en essayant de trouver du contenu justement sur ces sujets. Et le fait d'arriver à se dire, ok, tu viens de le citer, cette personne elle est plutôt dans le process et l'autre personne est plutôt dans la créativité, a besoin de liberté, d'autonomie. Déjà bien comprendre ça, et c'est assez facile, hein, c'est en échangeant aussi de manière informelle que tu t'arrives à le voir assez rapidement. Ça te permet de pouvoir adapter ton style de management et de savoir qu'avec des personnes, il faut que tu sois très processé, qu'il faut que tu leur donnes des deadlines, tu sais que c'est comme ça qu'ils procèdent, et puis que d'autres, tu vas plus leur laisser de la créativité et de l'autonomie. Donc déjà, ça c'est le premier apprentissage. Deuxième apprentissage, c'est le fait d'être à l'écoute. Alors ça paraît assez basique, classique de dire ça, et donc c'est comment on le met en œuvre. Nous, tu vois, ce qu'on a mis en œuvre, c'est qu'à chaque one-to-one, et moi c'est vraiment ce qu'on souhaite aussi pour les managers de notre entreprise, c'est qu'ils demandent le mood de la personne avec qui ils sont en train d'échanger, Hmm. qui est le manager, et quel est ton mood de la semaine. Alors oui, des fois, tu as un mood qui est très bon parce que tu es dans une bonne dynamique, dans ta vie perso ça va bien, et puis tu as toujours le sujet vie pro, vie perso, où ça peut être compliqué, est-ce que ton mood est pas bon pour une raison qui est pas liée à l'entreprise, même si ça a un impact sur ton mood et donc sur ton quotidien de travail. Donc il faut quand même faire attention avec cette analyse du mood, mais c'est un bon moyen de savoir si une personne est bien au final dans son quotidien, et du coup de montrer une certaine écoute pour pouvoir répondre aux attentes qui y aurait. Donc du coup t'as l'écoute qui est importante, et puis peut-être le troisième apprentissage, c'est le fait que je me suis rendu compte que les salariés et les équipes que j'ai managées, ils avaient quand même besoin d'un cadre et de règles. C'est-à-dire que quand tu lances ta start-up, que c'est le début, tu te dis c'est ultra flexible. Enfin non. Ouais, c'est la fête, quoi. Ouais, c'est un peu ça, et on a connu cette étape, on la connaît toujours. Bien évidemment, faut que on vienne au boulot avec le sourire, qu'on s'éclate, qu'on soit content de voir ses collègues, ça y a pas de sujet. Mais par contre, en fait, si t'as pas de cadre et que tu dis faites comme vous voulez, il y a pas de règles, il y a pas de cadre et autres, au-delà du fait que tu vas avoir un sujet assez rapidement parce que certains vont sortir du cadre, ce qui est humain, et voilà, et donc du coup tu vas avoir du mal à les recadrer parce que tu vas leur dire: «Maintenant, il y a quand même un cadre dans l'entreprise», et du coup tu as du mal à les embarquer, et tu peux avoir des différences de vision parce que chacun se crée son propre cadre et ses propres règles. Donc toute la structure là
qu'on est en train de mettre en place, notamment depuis 1 an, c'est justement d'essayer d'avoir un cadre et des règles très claires, qui sont les plus souples, bien évidemment, et qu'on espère les plus appréciés des salariés, mais qui leur permettent de dire, OK, quand je suis chez Headflex, je sais quand même que j'ai ce cadre et j'ai ça et ça que je vais pas dépasser parce qu'on me l'a dit et parce qu'on m'a accompagné sur ça, et c'est ce qu'attend, je pense, aussi un salarié qui est manager. Carrément. Et en fait, ce cadre dont tu parles, moi, c'est ce dont je tendance à parler comme une culture entreprise, en fait. Et justement, tu as fait un vrai travail, pour le coup, assez tôt, je pense, sur ta culture, sur notamment le fait de la formaliser. Tu as formalisé une mission, tu as formalisé des valeurs. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as voulu le faire? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de te dire, on est déjà une boîte en croissance, mais on va quand même prendre le temps de se poser et d'écrire des valeurs, etc., ce qui souvent peut être vu comme un truc non héroïste et donc pas prioritaire, quoi. Ouais, mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est au moment où on a jusqu'à la première phase, qui est, nous on l'appelle la phase où on a trouvé notre product market fit, on était en autofinancement avec une croissance qui était une belle croissance, mais qui était une croissance en termes d'humains qui était pas on double chaque année, on Mais continue c'était raisonné, d'accélérer. quoi. Voilà. Et donc jusqu'ici, tu vois que tu peux à peu près contrôler les éléments et le cadre est assez facile à mettre en place. Par contre, il y a un moment où tu te poses quand tu dis tiens, ok, on va aller lever des fonds, on pense qu'il faut accélérer, on pense que c'est le bon moment, et donc les fonds vont nous permettre de recruter plus vite, de recruter plus de personnes, peut-être plus de seniors, et ces personnes, il va falloir qu'on leur explique qu'est-ce qu'est Headflex, quelles sont nos valeurs et quelle structure on leur propose. Et donc c'est là où on s'est posé, on s'est dit ok, si on va lever des fonds, il faut absolument qu'avec la croissance qu'on va avoir en termes d'humains, plus que la croissance financière, et on double chaque année, c'est notre objectif de continuer, il faut qu'on puisse écrire quelque chose, et on a voulu que ça soit vraiment écrit par contre par l'équipe de base, l'équipe qui était en place à ce moment-là, donc c'était une trentaine de personnes, où on s'est dit ok, on va aller sonder, et c'est le travail qu'on a mené, leurs valeurs personnelles, et donc ces valeurs personnelles, ils les ont partagées, et on en a décliné des grandes valeurs pour l'entreprise qui étaient au final les valeurs qui venaient des salariés. Ouais, bien sûr. Et pour le coup, ça nous permet de ne pas être dans le bullshit des valeurs. Et moi, je suis complètement contre ce bullshit des valeurs des startups, et que ça soit très opérationnel, très applicable, et que ça vienne aussi des personnes et pas des fondateurs. Et pour le coup, voilà, les valeurs, on les a découvertes aussi par nous-mêmes, on les a affinées bien évidemment avec les équipes, mais ça vient vraiment du terrain, et c'est aussi ce qui fait la force et qui plaît aujourd'hui, je pense, à de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Mais effectivement, toi, sur ce bullshit startup, enfin, t'as pas écrit genre innovation et customer Voilà, first en exactement. valeur. T'as des valeurs qui sont assez bien formulées, explorer le savoir, s'entraider pour aller plus loin, communiquer avec franchise et se challenger au quotidien. Et en fait, on sent que c'est un truc qui est aussi très comportemental derrière. Toi, du coup, est-ce que tu t'es arrêté à cette étape où on dit voilà, on a des valeurs, elles sont écrites, c'est cool. Et ouais, ce qui est en gros l'étape pas zéro, mais l'étape 1, tu vois, de ce travail-là, ou est-ce que tu as été plus loin et tu l'as poussé justement derrière dans comment tu structures, comment tu manages, comment tu parles à tes clients, comment tu vends, etc. Alors justement, on a voulu aller plus loin, et donc les valeurs, on les a actées l'été dernier, donc été 2021, on a fait un séminaire et elles ont été actées. Et en fait, on a travaillé aussi avec les équipes durant ce séminaire en se disant, ok, au-delà de ces valeurs, je te donne l'exemple de se challenger au quotidien, qui ont t'as des notions de persévérance, d'engagement, de dépassement, etc. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Donc on y a mis des comportements associés, donc c'est-à-dire qui sont souhaités et qui sont en lien avec cette valeur qu'on a, et puis des comportements qui sont non souhaités. Donc déjà, on en Hmm. décline plusieurs choses, et ça, encore une fois, ça vient des équipes, c'est-à-dire que c'est un modèle assez classique, mais voilà, d'animation où chaque personne met ce qu'il pense autour de cette valeur, et puis on en valide 2 ou 3 comportements associés, Hmm. et puis des pratiques associées aussi, c'est-à-dire quelles pratiques on va mettre en place autour de cette valeur, par exemple se challenger au quotidien, et quelles pratiques on va avoir envie de développer à l'avenir. Et donc partant de tout ça, en fait, on a structuré vraiment ces valeurs. Alors ces valeurs, on a structuré des comportements, on a structuré des pratiques associées, et puis surtout, là, la prochaine étape pour nous, c'est de pouvoir mettre ça dans les entretiens de carrière. Alors, non pas que les valeurs vont déterminer la carrière que tu fais chez Headflex, on n'est pas chez Headflex, on n'est pas obligé de respecter à 200% toutes les valeurs, on n'est pas dans une secte chez Headflex, mais par contre, les valeurs vont nous permettre de voir qui sont les personnes potentiellement les plus engagées, les plus en phase avec la vision qui est celle d'Headflex. Donc on est en train de travailler sur ça pour voir comment on va pouvoir en quelque sorte donner un feedback sur une valeur, et pouvoir aussi dire à un salarié tiens, nous on a une valeur commune, comment tu te positionnes par rapport à cette valeur qui est importante pour nous.
Et est-ce que tu arrives aussi à le mettre en œuvre, pardon, dans ton recrutement, parce que j'imagine que c'est un sujet que tu vas avoir de plus en plus, vu le développement que Netflix est en train d'avoir, et tu vas peut-être plus pouvoir, toi, faire passer tous les entretiens ou tes cofondateurs, parce que tu es aussi un peu les garants, les dépositaires de ces valeurs-là. Ouais, est-ce que tu arrives derrière à le translater dans ton process de recrutement pour avoir des gens qui vont avoir un fit culturel avec ta boîte? Ouais, on leur pose quelques questions sur justement, enfin, qui nous permettent d'identifier si ça match en termes de valeur. Après, c'est pour nous en tout cas quelque chose qui arrive dans un second temps. Enfin, on veut Ok. vraiment pas mettre les valeurs au cœur de notre stratégie, même si elles sont importantes parce qu'elles permettent de donner un cadre à tout le monde et de dire ok, quand on travaille chez Adflex, c'est ça qu'on va promouvoir et c'est ça que vous allez retrouver. Quand on dit communiquer avec franchise, c'est qu'on on n'a pas envie chez Adflex que les personnes communiquent pas avec franchise de manière très concrète, très directe. Alors bien évidemment, on se tape pas dessus à chaque fois. Et c'est j'ai quelque chose à dire, je vais le dire avec franchise, je vais apporter un feedback, je vais dire pourquoi j'ai pas été satisfait d'une situation et je vais pas, c'est souvent ce qu'on dit, aller me plaindre à la machine à café ou ne pas du tout dire ce que je pense à quelqu'un. Donc ça veut pas dire que ça n'arrive pas, on n'est pas non plus naïf, mais ça veut dire que c'est une valeur forte, c'est une valeur qu'on promeut du coup on veut que les personnes l'aient en tête pour se dire ok, c'est vrai que chez Adflex j'ai le droit de communiquer avec franchise quand je suis pas d'accord sur un sujet et d'apporter mon feedback. Je te donne un autre exemple avec l'explorer le savoir, qui peut être très conceptuel, mais explorer le savoir, c'est que tu as des notions de curiosité, de créativité, d'aventure, et on se dit pareil, on se dit quand tu es chez Adflex, on a vocation à expliquer au marché, expliquer à tout le monde qu'il faut aller se former de plus en plus par soi-même, qu'Internet est un super outil. Donc on doit avoir cette valeur qui est d'aller explorer au quotidien des nouveaux outils, des nouvelles sources de contenu, de tester des choses, d'être très curieux. Et donc, pareil, tu sais que quand tu es chez Adflex, il faut que tu aies cette valeur, ou il faut que tu aies en tout cas cette envie d'aller être curieux, être créatif. Et donc, en fait, c'est vraiment tout ça qui nous permet de cadrer, et encore une fois, de donner un cadre et de permettre aux salariés actuels et aux futurs salariés de se dire, OK, je sais ce que je vais retrouver chez Adflex et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. C'est vraiment ça notre objectif. Hmm. Et tout ça, tu as fait le choix justement de le faire en partant de tes équipes, ce travail-là sur ta culture, ce que moi je trouve personnellement top, mais c'est pas toujours le cas. Tu as parfois des CEO ou des fondateurs ou des cofondateurs qui vont dire en gros les valeurs de notre boîte c'est les nôtres et on le fait tout seul. Comment t'as arbitré ça toi, de te dire je préfère partir du collectif que de partir de mes valeurs personnelles? Ça, c'est plutôt une conviction perso et partagée avec les autres cofondateurs, qui étaient de se dire, OK, ça peut être intéressant de partir des valeurs en fait de tout le monde pour définir nos propres valeurs, parce que ce qui fait Adflex et ce qui faisait Adflex notamment à ce moment-là, et c'est toujours le cas, c'est l'équipe actuelle. Enfin, clairement, les fondateurs sans équipe, c'est compliqué, notamment dans une phase de scale. Donc on s'est dit que c'était bien d'impliquer tout le monde, d'engager tout le monde aussi dans une vision commune, puisqu'au-delà des valeurs, on a travaillé aussi quelle était notre vision pour la suite, à court terme, à moyen terme, à long terme, et en fait définir une vision entre fondateurs, c'est bien, et il faut en effet que les fondateurs aient une vision assez claire, mais c'est encore mieux quand tu vas t'appuyer sur des équipes, et ça te permet aussi à la fois d'engager, alors certains sont plus engagés que d'autres, mais aussi de pouvoir impliquer, et je pense que c'est aussi le collectif qui fait que on est plus fort, parce que chacun est différent, va avoir une idée différente et autre, avec une vision qui doit quand même se retrouver au final et qui est commune. Ouais, t'as cette notion d'avoir un buy-in de tes équipes, que ce soit sur tes valeurs, sur ta mission, sur ta vision, etc. Et toi, justement, en tant que CEO, avoir fait ce travail-là, qu'est-ce que ça te permet? Est-ce que tu remarques des choses différentes dans des Dans le trucs que tu as besoin quotidien. de faire, que tu plus besoin de faire dans le quotidien? Ouais, ça te permet au final déjà d'être plus à l'aise pour le recrutement, et notamment je travaille beaucoup avec Chloé qui s'occupe des recrutements avec moi, qui est côté RH. Ça nous permet vraiment de pouvoir identifier des profils plus facilement, en se disant tiens, cette personne, en fonction des questions qu'on lui a posées, elle a les compétences qui vont bien, et en plus elle matche bien avec le projet, avec la vision qu'on a, qui est la croissance, l'accélération et autres. Parce que tout le monde n'est pas forcément prêt ou a pas les mêmes attentes d'une entreprise, donc ça nous permet quand même d'avoir les profils qui vont bien, donc ça permet d'être Mhm. un peu plus serein. Et puis surtout, en fait, le fait d'avoir engagé l'équipe, et je pense que c'est ça le plus important, avec ce projet collectif qui a été dit, on définit nos valeurs, on définit en quoi ça consiste, on définit un cadre, une vision, ça a permis en fait de trouver des personnes très engagées dans l'entreprise,
alors qu'on avait déjà plus ou moins identifié, mais vraiment des personnes se sont révélées dans l'entreprise. Et ces personnes, tu sais que c'est des personnes sur qui tu peux compter pour la suite, pour travailler avec toi régulièrement ta vision, challenger certaines choses, et que ça soit vraiment, encore une fois, fait de manière très collaborative avec ceux que ça intéresse. On a bien conscience que toute une entreprise à 100% peut pas être intéressée forcément par ces sujets, mais ça te permet d'identifier. Et moi, ça me permet d'avoir des relais où je sais que si j'ai une question sur un sujet, je peux aller voir ces personnes. Et nous, on a constitué ce qu'on appelle une leadership team, qui évolue très vite, donc qui est constitué des managers, mais aussi des personnes qui vont influer la vision d'Edflex, où justement on compte sur ces futurs leaders de l'entreprise. Et cette leadership team, l'objectif c'est qu'elle évolue vite et qu'elle intègre tous les meilleurs, toutes les meilleures personnes qui aiment travailler ces sujets. Et donc pour nous fondateurs, c'est pour moi notamment, c'est aussi intéressant parce que ça permet de travailler avec plus de cerveau entre guillemets. Ouais, carrément. Puis du coup, tu te fais challenger et t'as moins cette solitude du fondateur qui peut parfois être un peu difficile. Et ça pose une autre question, c'est selon toi, t'as réussi à structurer ça, ce qui te permet du coup, j'imagine, enfin, t'as trouvé les bons relais dont on parlait, dont tu parlais aussi tout à l'heure. T'arrives à te détacher un peu plus de l'opérationnel, etc. Du coup, comment tu retrouves ton rôle là-dedans? Parce que j'imagine que pendant les premières années de ta boîte, t'es en gros à fond produit et à fond commercial, quoi. Ce rôle-là, il change parce que tu as trouvé des gens qui sont aussi bons, voire parfois meilleurs que toi pour le faire, parce que c'est leur métier, quoi. Et toi, du coup, tu te retrouves dans un vrai métier de CEO, quoi. Comment tu te recomposes ton rôle au fur et à mesure? Ouais, c'est vrai que le début c'est souvent beaucoup de commercial, de sales, et puis pas mal de marketing et de produits. Après, plus l'entreprise grandit, plus ce qu'on peut observer, en tout cas moi ce que j'observe, c'est que au final on continue d'être sur tous les sujets. Alors à un moment tu peux plus être sur la finance, le marketing, les sales, le développement international, le produit au quotidien, en tout cas dans l'opérationnel. Mais par contre, ce qui est et moi je pense hyper important, c'est que quand on est manager, leader, CEO, pour moi les meilleurs leaders et les meilleurs CEO sont ceux qui arrivent à quand même rentrer dans l'opérationnel, garder ce, ce rôle très opérationnel sur des sujets très précis où ça va être un sujet stratégique, il va falloir travailler avec une équipe, le marketing, les sales ou autre, et puis quand même avoir du recul et prendre de la vision. Donc c'est passer vraiment de l'opérationnel à la vision, et ça pour moi c'est le plus dur. Et c'est vraiment ce qui doit être travaillé au quotidien, de ne pas perdre l'opérationnel mais ne pas perdre la vision non plus, et vraiment avoir les deux. Et donc moi au final ce que j'aime bien aujourd'hui dans mon job, c'est le fait de pouvoir travailler la vision assez régulièrement et puis rentrer de manière opérationnelle sur des sujets stratégiques. Je travaille beaucoup moi avec le marketing et les sales au quotidien, et de venir sur un dernier rendez-vous de démonstration du produit avec des entreprises parce que un des sales a besoin de nous et c'est important que le fondateur soit là, ça me fait plaisir. Je sais toujours faire une démo, je sais toujours faire un devis, je sais toujours faire signer un devis, et je pense qu'il faut garder ça. Et pareil côté marketing, travailler sur les logiques d'acquisition, essayer de comprendre comment on peut aller chercher toujours plus de leads entrants et de pouvoir sur des sujets stratégiques avoir un impact. Ça c'est plutôt intéressant, et c'est aujourd'hui là où je me retrouve, même si c'est plus moi qui fais au quotidien toutes ces choses-là. Et je pense, c'est quoi ta recette pour être capable de te préserver aussi entre guillemets, même ça c'est en termes de gestion de ton temps, tu vois, parce que très vite tout le monde va vouloir bosser avec toi parce que déjà t'as une capacité de débloquer plein de situations. Si on peut avoir du temps de CEO pour faire avancer son sujet, en général on le prend, et en même temps toi t'as besoin d'être capable de garder cette vision d'ensemble et de pas te laisser happer, quoi, ce qui peut vraiment être un challenge chez un entrepreneur. Pour être assez transparent avec toi, c'est mon challenge du moment et de 2022. D'accord. Très bien. En fait, aujourd'hui, on est arrivé à un stade où justement, en plus, on a Slack, on a tout un tas d'outils comme beaucoup d'entreprises et de startups notamment, où c'est un super outil, mais c'est aussi un super outil pour que tout le monde se parle tout le temps, et notamment que tout le monde te parle pour dire tiens, est-ce que tu peux signer telle chose, est-ce qu'on peut lancer tel projet et autres. Donc, on a tout cet enjeu d'arriver justement à continuer la structuration dans laquelle on est, et justement pour moi de dire ok, comment je fais pour préserver mon temps, parce qu'en effet je suis sur pas mal de sujets, et passer de la finance à un rendez-vous de présentation commerciale d'une propale jusqu'à aller travailler à un événement avec le marketing et le futur petit déjeuner, c'est plus possible au bout d'un moment. Donc c'est le sujet du moment. Ouais, je comprends. Puis c'est plus important parce que ton cerveau est pas fait pour switcher aussi vite, quoi. Et des fois en fin de journée le cerveau souffre un peu. le cerveau est un peu fatigué. Du coup, tu fais des podcasts qui te permettent d'avoir des moments de voilà. pause. D'ailleurs, t'animes ton propre podcast aussi sur. Ouais, c'est un podcast sur la formation en ligne. On reçoit des décideurs de la formation. Non, écoute, on mettra ça en le Learning bio Club.
pour que tous les gens qui s'intéressent à la formation puissent écouter ça et te découvrir de l'autre côté du micro aussi. Et écoute, c'est super cool. Et si je reviens sur ta culture, il y a aussi ce côté, tu vois, tu parlais d'acquisition, d'aller chercher des nouveaux leads, etc. T'es aussi sur un marché qui est quand même très concurrentiel, même si t'as ta propre proposition de valeur chez Adflex, mais bon, enfin, ne serait-ce que les MOOC ou la formation en ligne en général, c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de monde, il y a des très gros acteurs qui ont levé des centaines de millions depuis très longtemps. Est-ce que le fait d'avoir une culture qui soit assez différenciante et propre à Adflex, c'est un truc qui t'aide aussi dans le fait d'aller convaincre des clients d'aller closer en disant chez nous c'est comme ça et c'est différent d'ailleurs, quoi. Ouais, clairement, et ça, on s'en est rendu compte notamment depuis l'année dernière. C'est-à-dire que on a beaucoup de concurrents. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément ce secteur, en gros, Adflex, on est une solution de contenu de formation. Nos concurrents, ça va être un gros concurrent que beaucoup doivent connaître, c'est LinkedIn Learning. Voilà, c'est de la vidéo, on se forme et autres. Donc, et moi qui voulais pas faire la promo de tes concurrents au micro. C'est pas grave, c'est pas grave. Et on aime faire la promo de nos concurrents parce que c'est bien d'avoir de la concurrence. Donc, du coup, en tout cas, un LinkedIn Learning typiquement, c'est une solution qui est très américaine avec peu de services. Et c'est j'ai une solution de formation en ligne. Je paye cette solution de formation en ligne, et puis potentiellement, des gens se connectent ou se connectent pas, mais en tout cas, je suis directeur formation, j'ai payé un accès. Avec Adflex, ce que tu vas retrouver, et ce qui se retrouve de par la culture qu'on a créée, c'est un fort niveau de service, d'entraide, de conseil, de proactivité. Et je le dis là comme ça dans ce podcast, mais c'est ce qui est aujourd'hui reconnu par nos clients sur le marché. Et en fait, le fait de ne pas être juste une solution digitale parmi toutes les autres, mais d'être à la fois du digital avec beaucoup d'humains qui va accompagner, qui va être proactif, qui va aider les équipes formation à animer au final l'entreprise, c'est ce qui fait la différence. Et ça vient alors à la fois de nous, parce que moi je suis persuadé que et nous les fondateurs, on est persuadés qu'il faut aller vite aujourd'hui, il faut répondre vite, c'est ce qui plaît aux clients, enfin c'est ce qu'on aime en tant que consommateur, avoir accès rapidement à une info, pouvoir échanger rapidement potentiellement avec quelqu'un quand on a un problème. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on a essayé d'inculquer, qui je pense est aujourd'hui une des forces d'Adflex, et c'est à la fois vu en interne parce que on s'entraide beaucoup aussi en interne, on a vraiment cette culture-là, et ça se ressent du coup en externe auprès de nos clients. Et il y a ça, et puis il y a la partie on travaille dans la bonne humeur, on travaille dans avec un collectif qui a un fort esprit d'équipe et qui travaille vraiment main dans la main. Et ça, c'est pareil, ça se ressent avec les clients. J'ai beaucoup de fois où je participe sur ce qu'on appelle les business reviews, c'est en fin d'année, on fait un bilan avec nos clients, et donc il y a les customer success, les chefs de projet qui sont associés au projet, qui font le bilan. Parfois on vient aussi, c'est l'occasion de présenter les nouvelles fonctionnalités, nous la partie fondateur. Et puis ce qui est souvent dit par nos clients, et ce qui était encore le cas là sur la fin d'année 2021, c'est en tout cas, on tient à vous dire qu'on est vraiment très content de bosser avec l'équipe Adflex. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est un moment de liberté dans notre journée parce que on est à la fois professionnel, je pense, et ça se ressent, mais aussi on le fait dans la bonne humeur avec une certaine sympathie entre guillemets, mais côté très positif de la sympathie, qui fait que les équipes chez nos clients adorent travailler avec nos équipes, et ça, c'est ce qui fait une des forces d'Adflex et qui vient de la culture qu'on a créée en interne. Encore une fois, donc c'est un exemple concret de créer une culture forte qui se ressent et qu'on essaie d'entretenir, et de son impact au final sur les clients. Et justement, tu vas vouloir continuer à grandir, j'imagine. T'as pas fait tout ça pour vouloir t'arrêter. Est-ce que t'as pas peur quelque part que cette sympathie, ce service, etc., ça soit difficile à scaler? Comment t'anticipes le fait de passer la sympathie at scale? Ouais, c'est la grande question, et je suis beaucoup de scale-up où justement qui avait cette culture. Et pour parler avec pas mal de clients, et là pour le coup je les citerai pas, c'est scale-up, mais ils ont perdu ça au fur et à mesure. Et c'est les clients qui nous le disent, c'est le marché qui nous dit c'était mieux avant, etc. Alors c'est le vrai sujet, et je pense que pour essayer de garder ça, il faut déjà, peu importe la taille de l'entreprise, il faut absolument rester focus sur les clients, et notamment l'équipe de fondateurs. Faut essayer d'être tout le temps dans des rendez-vous clients, alors pas sur tous les rendez-vous clients, et pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain, regarder ce qui se passe avec l'équipe CSM. Nous on appelle ça le pôle nurturing, c'est des binômes entre les chefs de projet et les account managers, et donc ce pôle nurturing, il est vraiment au cœur de notre stratégie de développement. Et donc quand on dit ça, c'est on a un des cofondateurs qui est en charge de ce pôle, et on le suit de très près. Et je pense que pour scaler cette partie-là, il faut vraiment dès le début expliquer aux nouveaux entrants
que c'est la force d'Edflex aujourd'hui et que on va suivre ça au quotidien et les objectifs tourneront autour de ça. Donc on suit le NPS de satisfaction des utilisateurs, mais on suit aussi la satisfaction de nos clients. On a un health score, pas rentrer dans le détail, mais juste pour te dire, on a un health score où en fait on a un outil qui nous permet justement en un tableau de bord de voir comment se situe la santé de nos clients. Et ça, c'est le CSM qui doit avoir cette logique de régulièrement mettre à jour ce health score. Et puis, tu as des indicateurs aussi d'engagement. Donc, ce qui fait que déjà, on a une structure solide où toi, tu peux voir même en tant que manager ou en tant que fondateur les health scores des clients, pouvoir aller voir le CSM en disant tiens, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, tu as un deuxième élément qui est hyper important qui fait que tu peux voir en un clin d'œil quel client n'a pas été contacté depuis X jours. Alors sans rentrer dans une logique très militaire et flicage qu'on pourrait se dire mais c'est-à-dire que si j'ai pas contacté mon client, on va me tomber dessus. Non, c'est vraiment pour donner cette notion de proactivité et de dire au CSM mais regarde, faut que tu contactes au moins tous les 15 jours ton client, il faut que tu aies un point de contact. Donc tu as le touch point qui te permet en fait rapidement quand tu es CSM de dire ouais tiens, il y a tel client, ça fait 15 jours que je l'ai pas contacté, il faut que je lui écrive pour lui pousser une bonne nouvelle, un message ou autre. Et en fait, c'est tous ces éléments-là mis bout à bout qui font que je pense tu peux scaler cette partie-là, mais qui est clairement la plus dure puisque l'humain c'est le plus dur dans le scale. Ouais, puis ce que sur la difficulté, c'est comment scaler ta culture, quoi. Et alors justement, dans ce scale, au final, on a beaucoup parlé de tout ce que tu as réussi à faire jusqu'aujourd'hui. Où est-ce que tu te projettes? C'est quoi l'ambition pour Edflex dans les prochains mois ou les prochaines années pour toi? Ouais, c'est de continuer à accélérer, en tout cas à scaler, c'est-à-dire que on veut faire x2 tous les ans pour aller le plus haut possible et au-delà des chiffres, que ce soit financier ou humain, la vraie vision et l'ambition Netflix, c'est de transformer, on l'a dit, l'accès à la formation, de vraiment être dans toutes les entreprises. Donc de pouvoir se dire ok, Edflex est devenu un réflexe dans l'entreprise et que tu expliqueras du jeu de mots très basique mais qui va parler et en fait que voilà ce réflexe de dire tiens c'est vrai j'ai cet outil, que Edflex soit dans le quotidien et on a vraiment une vision qui est assez claire, qui est de dire que aujourd'hui les salariés vont pas se former parce que c'est compliqué de trouver l'outil de formation dans l'entreprise. Et c'est un fait. Et notamment parce que parfois, tu as plein de solutions. C'est-à-dire que, pareil, je citerai pas de nom, mais voilà, tu as un de nos clients là récemment qui nous disait, moi j'ai 19 éditeurs de contenu, mais je comprends pas, mes salariés, ils vont quand même sur Google se former. Ah oui, mais parce qu'en fait, comme c'est pas simple, que c'est pas facile et que c'est au final pas dans son outil du quotidien au salarié, c'est pas dans Slack, c'est pas dans Teams, c'est pas dans ses mails, il a pas le réflexe au final d'aller suivre des contenus. Et donc en fait, tu as vraiment cette notion forte de dire, ok, la vision Netflix, c'est de rentrer dans le quotidien du salarié. Pour ce que je te disais en introduction, on veut réinventer cette formation du quotidien. Et c'est à la fois les contenus qu'on propose, mais c'est aussi dans les outils. Donc nous, on travaille beaucoup d'intégration et on est persuadé que ça, c'est une clé pour justement engager un maximum et réussir à convaincre et à séduire les clients et les utilisateurs. Ça, c'est l'ambition Netflix. Et puis la mission plus globale. Et là, c'est un rôle qui est plus large qu'on se fixe. Alors plutôt à un horizon 2025-2030. C'est très loin quand tu es une startup, mais en tout cas, c'est vraiment le cap qu'on se fixe. C'est de se dire qu'on veut aller plus loin que la formation et on veut aussi aider à l'éducation. Aujourd'hui, en fait, notre rôle avec Edflex, c'est d'aider à la formation et à l'éducation par les entreprises. Tu l'as bien compris. Demain, on voudrait pouvoir aussi proposer un accès à Edflex potentiellement à beaucoup plus de personnes, peut-être via des associations. On le fait déjà un peu, avec la Croix-Rouge notamment qui accompagne les bénévoles via Edflex, peut-être avec des ONG, peut-être avec des gouvernements. En tout cas, on voudrait pouvoir proposer cet accès à Edflex à un maximum de personnes partout dans le monde avec les entreprises, mais aussi en direct pour que des utilisateurs qui sont dans le besoin, qui ont envie de se former, puissent avoir cet accès à Edflex. L'objectif, c'est vraiment de transformer l'accès à la formation et le faciliter tout simplement. C'est une belle ambition, effectivement. Ouais. Ça augure encore de beaux jours pour Edflex et plein de beaux challenges aussi, j'imagine. Beaux challenges, c'est ce que j'allais te dire, de beaux challenges. Ce côté x2 tous les ans, etc. Puis ce côté d'aller diversifier ton business model, ça va encore être des trucs intéressants pour toi à voir venir. Écoute Clément, merci pour tout ça. On arrive à la dernière. Alors je vais peut-être te poser 2 dernières questions pour une fois sur ce podcast. La première, elle est traditionnelle, c'est toi. Avec ton expérience, quel serait ton conseil pour un fondateur, un CEO ou un dirigeant qui hésite justement à prendre ce temps pour travailler sur sa culture entreprise? Mon conseil, c'est que c'est hyper important pour structurer. C'est ce qu'il faut retenir, structure et base solide. Quand on me demande pourquoi avoir travaillé sur ça et pourquoi l'avoir fait maintenant, ce qu'on peut toujours se dire, et c'est le
la réflexion que peut avoir un entrepreneur, c'est se dire j'ai pas le temps, et moi je me suis fait cette réflexion il y a quelques mois, on verra ça plus tard. Et je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de dire qu'au final c'est très important à la fois pour structurer, mettre des bases solides, et c'est au final pour gagner du temps sur l'avenir. Ouais, merci pour ce conseil, du coup. J'espère que beaucoup l'écouteront. Et alors, dernière question, c'est toi qui fais la curation de contenu de formation. Toi, c'est quoi ton dernier contenu que tu as utilisé toi pour te former et qui t'a marqué? Yes, alors il y en a plusieurs là qui m'ont pas mal marqué, mais je vais en citer un. C'est un TED Talk sur la procrastination. Ok. Qui est un contenu où justement tu as alors j'ai plus le nom de l'intervenante exactement, mais c'est un contenu qu'on retrouve sur TED Talk, et cette personne en fait nous explique comment on développe son analyse critique, comment au final on développe ses compétences avec la procrastination, et qui est un sujet qui est hyper important, parce que si on veut être créatif, parfois il faut procrastiner, alors pas que, parce que derrière il faut exécuter, mais je pense que c'est un contenu que je vous recommanderais d'aller voir si vous avez 10 minutes, puisque je crois que ça dure un tout petit peu plus de 10 minutes. Écoute, je vais essayer de le retrouver et puis on le partagera du coup à ceux qui écoutent le podcast. Je t'enverrai le lien si tu veux. Ça roule. Avec grand plaisir, puis je le regarderai, ça fera pas de mal. Écoute, en tout cas, un grand merci Clément. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode, et merci à tous.